Ce n'est pas la version qui a été racontée, mais la version qu'on a essayé de cacher. Après la mort de Lucius Cornelius, le poste vacant de prêtre semble enfin offrir à César sa chance tant attendue. Peux-tu le croire? Avant que tout le monde ne connaisse le célèbre Jules César, il était en fait un playboy criblé de dettes, et les emprunts qu'il avait contractés dépassaient même le salaire annuel de 18 légions romaines. Mais comment a-t-il bien pu accumuler de telles dettes? À l'âge de 27 ans, César est devenu prêtre à Rome, ce qui signifiait qu'il n'avait plus besoin de fuir les hommes de main envoyés par Sylla, et pouvait vivre ouvertement à Rome. En même temps, il est également devenu commandant d'une cohorte de la Légion romaine. Un commandant de cohorte dirige 6 centurions, ce qui veut dire que César avait sous ses ordres 600 soldats. Dans une légion romaine, il y avait 10 commandants de cohorte comme César, donc cette promotion n'était pas vraiment remarquable pour quelqu'un qui allait devenir l'empereur César. De plus, même après être devenu commandant de cohorte, César n'a pas eu l'occasion de se distinguer, car la même année où il a été nommé, la révolte des esclaves menée par Spartacus a éclaté à Rome, et César est resté dans la capitale pendant toute cette période. L'armée régulière romaine a été complètement défaite, et à ce moment-là, Rome se retrouvait déjà sans personne sur qui compter. Le seul général capable de se battre, Pompée, était parti en Espagne. Rome n'avait vraiment plus d'autre choix que d'envoyer Crassus à la tête de 8 légions pour réprimer la révolte de Spartacus. 8 légions, cela signifie qu'il y avait 80 commandants de cohorte. Pourtant, personne ne pensait que César méritait la 80e part. Après que Crassus eut écrasé Spartacus, Pompée revint également d'Espagne en triomphateur. Tous les regards des citoyens romains étaient tournés vers ces deux hommes, et personne ne se souciait de ce que devenait César. En réalité, César ne s'en sortait pas si mal. Bien qu'il ne fût pas célèbre dans la sphère politique romaine, il était très connu dans d'autres domaines, notamment auprès des femmes romaines, et aussi pour le montant de ses emprunts. À l'âge de 30 ans, César fut élu questeur, et avant même cela, le total de ses dettes atteignait déjà 1300 talents, ce qui équivalait à la solde annuelle de 111 000 soldats. C'est pourquoi, dans l'épisode précédent, lorsque César a demandé de lui-même aux pirates d'augmenter sa rançon, cela ne lui faisait en réalité ni chaud ni froid. Alors, où est passé tout cet argent emprunté par César? Voyons cela ensemble. Il s'agit avant tout d'investir en soi. César était un grand amateur de lecture. Son volume de lecture impressionnait même Cicéron, qui était alors reconnu comme le plus grand intellectuel. À l'époque, les ouvrages étaient écrits sur du papyrus coûteux, donc rien que lire représentait déjà une dépense considérable. De plus, César attachait une grande importance à son image. La toge que portèrent les anciens Romains n'était pas simplement un morceau de tissu jeté sur les épaules. L'épaisseur du tissu et la façon de plisser la toge étaient toutes deux très raffinées. Si l'on était membre du Sénat, la toge devait en plus être ornée d'un liseré rouge. Sous la toge, on portait une tunique à manches courtes. Les anciens Romains portèrent des tuniques à manches courtes toute l'année. Seule l'épaisseur du tissu variait selon la saison. Le type de ceinture utilisé, les boutons sur la ceinture, la façon de décorer les poches de la tunique, tout cela pouvait être très sophistiqué. En temps normal, seuls les jeunes garçons non majeurs, les citoyens ordinaires et les esclaves sortaient simplement en tunique. Les personnes de statut social élevé devaient, quant à elles, porter un manteau par-dessus lorsqu'elles sortaient, et la broche qui fixait ce manteau était également un accessoire très raffiné. Le manteau était aussi teint de couleur, la plus précieuse étant le pourpre, si bien que seuls les généraux victorieux pouvaient porter un manteau pourpre. Après l'entrée de la Rome antique dans l'époque impériale, le pourpre fut même considéré comme la couleur exclusive de l'empereur, la couleur la plus prestigieuse après le pourpre étant le rouge. Dans les films, on voit souvent les soldats porter des manteaux rouges, mais en réalité, c'est uniquement pour des raisons esthétiques. C'est juste pour l'esthétique, cela ne correspond pas à la réalité historique. La deuxième raison pour laquelle César a contracté d'énormes emprunts était pour entretenir ses relations sociales. Issu d'une famille noble, César ne manquait pas d'amis ni de protégés. Les protégés, pour le dire simplement, étaient les fans de César. Mais il y avait une grande différence entre les deux types de relations. Par exemple, lorsque César, en tant que protecteur, devait se présenter à une élection, ses protégés devaient venir le soutenir, ce que les fans d'aujourd'hui peuvent aussi faire. Mais lorsque les protégés rencontraient des difficultés, César devait également leur venir en aide, ce que les idoles d'aujourd'hui ne sont pas forcément capables de faire. De plus, César se montrait particulièrement généreux envers ses protégés, et rien que pour cela, on peut imaginer combien d'argent il devait dépenser. La troisième raison des énormes emprunts de César était d'offrir des cadeaux à ses amantes. Bien que César ne fût pas riche, il n'était pas non plus particulièrement beau. Heureusement, César savait se mettre en valeur. Il maîtrisait parfaitement son charisme, et en plus de sa générosité, il était donc très apprécié des femmes de la haute société romaine. Quoi qu'il en soit, César, criblé de dettes, partit prendre ses fonctions de questeur financier en Espagne, où il passa une année tout à fait ordinaire. À ce moment-là, tous les protagonistes qui allaient décrire l'histoire de la fin de la République romaine étaient déjà apparus. Mais à part sa réputation de séducteur, rien ne laissait présager que César accomplirait quoi que ce soit d'exceptionnel. Mais c'est après son retour à Rome que César révéla enfin son ambition au grand jour. Tu ne le sais peut-être pas, mais tout ce que l'on connaît de Jules César concerne ses exploits après 40 ans, car c'est à cet âge-là qu'il a véritablement commencé à s'imposer. Mais peu de gens savent à quel point César savait déjà se faire remarquer avant son ascension.
À l'âge de 32 ans, César perdit successivement 2 proches, sa tante et sa femme. La tante de César était l'épouse de Marius, le grand héros du Parti populaire. Comme le fils de Marius avait été tué lors de la guerre civile contre Sylla et que Marius n'avait pas d'autres enfants, c'est donc César qui fut chargé d'organiser les funérailles de sa tante. Dans la Rome antique, les funérailles étaient bien plus importantes que les mariages, et celle d'une famille aussi illustre que celle de César était d'autant plus grandiose. Le cortège funèbre partait de la maison familiale jusqu'au forum romain, et les habitants se joignaient à la cérémonie de deuil en chemin. C'était une cérémonie commémorative qui attirait l'attention de toute la population. Le discours de César lors de la cérémonie funèbre fut particulièrement audacieux. Il commença par rehausser le prestige de sa famille, affirmant que le sang de la déesse Vénus coulait dans les veines de la Jean Julia. Puis vient le point essentiel. Lors des funérailles dans la Rome antique, on fabriquait des statues de cire ou des masques à l'effigie des ancêtres ou des membres de la famille pour accompagner le défunt. La statue de cire de César représentait Marius, grand héros du Parti populaire. L'accusation de trahison contre Marius par Sylla n'avait pas été levée, et Rome était toujours dominée par le parti de Sylla. Exposer ainsi la statue de cire d'un ennemi public relevait de la provocation suicidaire. Marius était déjà enterré depuis 18 ans, et lorsque Sylla exerçait sa dictature à Rome, même le nom de Marius ne pouvait être prononcé par le peuple. Aujourd'hui, en voyant réapparaître leur grand héros, la flamme qui s'était éteinte dans leur cœur s'est rallumée. Cela laissait également entrevoir les ambitions de César, redonner vie au Parti populaire, anéanti par Sylla. Heureusement, les aristocrates romains ne prenaient absolument pas ce jeune dandy de César au sérieux, donc son geste n'a pas attiré d'ennui. Quant au peuple, il ne faisait que se remémorer Marius avec nostalgie, sans vraiment croire que César pourrait provoquer de grands bouleversements. En ce moment, toute l'attention était tournée vers Pompée, alors au sommet de sa gloire. En 67 avant JC, Pompée demanda à partir en campagne pour éradiquer les pirates de la Méditerranée. Et il n'a besoin que 29 jours pour accomplir cette mission. Il n'a fallu que 89 jours pour résoudre le problème des pirates qui sévissaient depuis de nombreuses années. Après avoir éradiqué les pirates, Pompée est parti à l'est pour étendre les frontières, tandis que César ne pouvait que se consacrer à des œuvres de charité à Rome. César a d'abord entrepris une vaste rénovation de la Via Appia, construite en 312 avant JAC, une route qui reste encore aujourd'hui très fréquentée. César a également organisé de grands combats de gladiateurs, le divertissement préféré des anciens Romains. Il en a aussi profité pour restaurer le monument commémoratif de la victoire de Marius, détruit par Sylla. Le ciel aide ceux qui s'en donnent la peine. Grâce à toute cette série d'initiatives, la dette de César est finalement passée d'un montant énorme à une somme astronomique. Comme toutes ses œuvres publiques étaient financées de la poche de César, le peuple romain a commencé à s'intéresser à lui et l'a aidé à être élu avec succès au poste de grand pontife. Le grand pontife est la plus haute autorité parmi tous les prêtres. À peine nommé, César s'est installé dans la résidence officielle réservée au grand pontife, située tout près du forum romain. Peut-être était-ce pour mieux écouter la voix du peuple. César n'a jamais changé de résidence jusqu'à son assassinat. Peu de temps après être devenu grand pontife, César a commencé à s'en prendre au Sénat. Il a encouragé son ami proche, le tribun Labienus, à poursuivre en justice un sénateur déjà très âgé, sous prétexte qu'il avait, 37 ans plus tôt, tué le tribun de l'époque alors qu'il était consul. En réalité, César n'avait pas l'intention de s'en prendre à ce vieil homme. Il voulait, à travers cette affaire, s'emparer de l'arme la plus puissante détenue par le Sénat, le Senatus Consulte Ultime. En fait, le Sénat était à l'origine un groupe de discussion pour les décideurs, sans aucun pouvoir de décision propre. Ce que l'on appelait les avis du Sénat n'étaient que des recommandations soumises aux décideurs. Mais pendant la guerre contre Hannibal, de nombreuses situations nécessitaient une réaction rapide, et les avis du Sénat ont alors acquis un véritable pouvoir décisionnel. Cependant, après la guerre punique, cette méthode de prise de décision a perduré. Par la suite, afin de s'opposer aux réformes des frères Gracques, le Sénat est même allé jusqu'à émettre le Senatus Consulte Ultime. Dès que cet avis était publié, les consuls pouvaient exécuter toute personne jugée coupable par le Sénat, sans aucun procès. Par la suite, de nombreux tribuns qui tentèrent de réformer sont morts à cause du Senatus Consulte Ultime. Le vieil homme que César voulait accuser était précisément le consul qui avait exécuté le Senatus Consulte Ultime à l'époque. Si César parvenait à gagner ce procès, il pourrait prouver que le Senatus Consulte Ultime était une erreur, et il serait alors tout à fait légitime de l'abolir. Mais César ne s'attendait pas à ce que Cicéron, déjà élu consul, veuille profiter de cette occasion pour se forger une image de justicier, allant jusqu'à défendre lui-même ce vieil homme désormais presque insignifiant. César et Labienus, s'ils ne voulaient pas perdre le procès, devaient absolument changer de stratégie. C'est ainsi que César monta une farce. Il fit dresser un drapeau rouge sur la colline, avertissant la population qu'un ennemi approchait. Ainsi, tout le monde abandonna le procès et rentra chez soi pour se préparer à la guerre. Ce procès se termina donc dans la confusion, au milieu de cette farce, mais César n'abandonna pas pour autant ses objectifs. Par la suite, il allait payer un prix très lourd pour s'opposer à l'ultime avertissement du Sénat. Jules César peut être considéré comme le grand séducteur de la Rome antique. Il a eu de très nombreuses liaisons avec des femmes mariées, ce qui était déjà un secret de Polichinelle.
Les maîtresses de César étaient toutes des femmes de la haute société de l'époque, comme Tertulia, l'épouse de Crassus, l'un des membres du premier triumvirat de Rome, Mucia, l'épouse de Pompée, un autre membre du triumvirat, ou encore Lollia, l'épouse de Gabinius, le lieutenant de Pompée. L'épouse Lollia, ainsi que la belle-sœur de la famille, Servilia, qui est également la mère de Brutus, l'un des principaux instigateurs de l'assassinat de César. Les détails concernant la liaison entre César et la mère de Brutus sont décrits en détail dans l'ouvrage de Salluste, La conjuration de Catilina. Comme Pompée, Catilina était autrefois l'un des principaux lieutenants de Sylla, mais il a été largement distancé par Pompée par la suite. Catilina partageait également un autre point commun avec César. Il était lourdement endetté. Les hommes de la Rome antique étaient réputés pour leur simplicité et leur frugalité. Mais après que Rome eut dominé la Méditerranée, toutes sortes d'objets de luxe affluèrent dans la ville, entraînant tout le monde dans une frénésie d'achat, si bien que les emprunts devinrent monnaie courante. Surtout pour des personnalités en vue comme Catilina et César, il semblait qu'aucune somme empruntée n'était jamais suffisante pour couvrir leurs dépenses. Bien sûr, la dette de Catilina n'était rien comparée à celle de César, mais même ainsi, l'endettement a fini par détruire l'état d'esprit de Catilina, au point qu'il envisageait de devenir un mauvais payeur. Lors de sa campagne pour le consulat, Catilina déclara « Si je suis élu, j'effacerai toutes les dettes de tout le monde ». Avec de telles déclarations, il va de soi que le Sénat s'y est opposé. Ainsi, les membres du Sénat, menés par Cicéron, commencèrent à utiliser toutes sortes de moyens sournois pour empêcher Catilina d'être élu. En conséquence, Catilina se présenta 3 années de suite, mais échoua chaque fois à devenir consul, ce qui commença à déformer son caractère. Il décida alors de comploter pour éliminer Cicéron et les autres. Cependant, son plan était tellement truffé de failles qu'il devint un secret de Polichinelle. À cette époque, le consul Cicéron convoqua spécialement une réunion du Sénat le 23 septembre de l'an 63 avant J. Pensée, exigeant la publication du Senatus Consult Ultime, c'est-à-dire l'exécution de Catilina sans aucun procès. Cependant, la majorité des sénateurs rejetèrent à la demande de Cicéron, invoquant l'absence de preuves. Et ce jour-là, un autre sénateur arriva en retard. Il expliqua son retard par le fait qu'il venait tout juste de donner le bain à un enfant, un nouveau-né qui n'était autre que le futur premier empereur de Rome, Octave. Par la suite, les gens commencèrent à soupçonner que Catilina était manipulée par quelqu'un dans l'ombre. Les personnes soupçonnées étaient Crassus et César. Parce que Pompée était le rival de Crassus et qu'il s'apprêtait à rentrer triomphalement à Rome, Crassus voulait prendre le contrôle de la ville avant son retour. C'est pourquoi le plus riche des Romains aurait incité Catilina, criblée de dettes, à fomenter un coup d'État. Quant aux soupçons pesant sur César, la raison était très simple. César était le plus endetté de Rome, et si Catilina parvenait réellement à annuler toutes les dettes, le principal bénéficiaire serait César. Ces deux hommes déployèrent alors tout leur talent pour dissiper les rumeurs. On ne sait pas comment Crassus a réussi à se procurer une pile de lettres pour prouver son innocence, tandis que César, en tant que suspect, était en réalité pris pour cible, car ses propos et actions hostiles au Sénat devenaient de plus en plus audacieux. Beaucoup de sénateurs espéraient profiter de cette occasion pour l'évincer du Sénat. Parmi eux, le plus virulent était le jeune Catulus, âgé de 32 ans. En tant qu'orateur éloquent du Sénat, il s'acharnait obstinément sur César, affirmant que ce dernier était le véritable instigateur derrière Catilina. Ainsi, alors que tout le monde discutait de la manière de traiter avec Catilina, César, assis à sa place, écrivit précipitamment une lettre qu'il confia à son serviteur. Peu de temps après le départ du serviteur, celui-ci revint avec une autre lettre qu'il remit à César. Tout cela fut observé par le jeune Catulus, qui était convaincu que César communiquait secrètement avec le camp de Catilina. Il accusa donc publiquement César et exigea de vérifier ses lettres. César se défendit en affirmant qu'il ne s'agissait que de sa correspondance privée, mais Catulus insista sans relâche. César, n'ayant pas d'autre choix, Il n'y avait pas d'autre choix. Il a remis la lettre à Xiaojiatu. Après l'avoir lue, Xiaojiatu est devenu tout rouge de honte. Furieux et embarrassé, il a réprimandé César en disant que César était vraiment un coureur de jupons. Tous les sénateurs présents ont éclaté de rire. En fait, cette lettre était une lettre d'amour écrite par la belle-sœur de Xiaojiatu, Servilia, à César, et chaque mot transpirait l'odeur entêtante de l'amour. À partir de ce moment-là, Xiaojiatu n'a plus jamais eu le visage de s'en prendre à César. Un peu plus de 2 mois plus tard, Catilina a finalement commencé à passer à l'action. Il a organisé des gens pour assassiner Cicéron au nom de la patrie. Cicéron a convoqué d'urgence une réunion du Sénat et y a prononcé le célèbre discours d'accusation contre Catilina. Son intervention passionnée est devenue un modèle du genre. Même aujourd'hui, de nombreux lycéens européens sont encore tenus de traduire ce passage. Le discours consiste principalement à fustiger Catilina et finit par l'insulter au point qu'il quitte Rome. Après avoir quitté Rome, Catilina commence alors à recruter des hommes. Cependant, avant même que Catilina ne puisse lever une armée, 5 de ses complices furent arrêtés. Et parmi eux se trouvait un membre du Sénat en exercice, qui était également prêteur, ce qui choqua tout le monde. Le Sénat émit alors l'ultime avertissement sénatorial.
Mais Cicéron, en tant que premier avocat de Rome, estimait qu'exécuter ces 5 personnes sans aucun procès allait à l'encontre de sa propre déontologie professionnelle. Cela revenait à priver les citoyens romains de leur droit d'appel. En tant que consul, Cicéron ne voulait pas endosser la responsabilité, car normalement, c'est le consul qui exécute l'ultime avertissement du Sénat. Cependant, il refila cette affaire au Sénat, demandant à ce que l'Assemblée décide collectivement de la marche à suivre. Cela donna à César l'occasion d'entrer en scène. César proposa que chacun fasse preuve de tolérance, rappelant que si Rome en était là, c'était grâce à la clémence et à la grandeur d'âme de ses ancêtres. C'est pourquoi César suggéra d'emprisonner ces 5 personnes. En réalité, César ne se souciait pas du sort de ces 5 hommes. Il voulait utiliser cet événement pour s'opposer à l'ultime avertissement du Sénat. Si ces 5 personnes n'étaient pas exécutées, l'ultime avertissement du Sénat perdrait sa validité. Dès qu'un précédent serait établi, il deviendrait plus facile de priver le Sénat de ce pouvoir. Au départ, le Sénat soutenait unanimement l'exécution immédiate de ces 5 personnes. Mais après avoir écouté le discours de César, c'était comme s'ils avaient été convaincus par ses paroles. L'attitude de tous changea de façon inattendue. Voyant cela, Caton le jeune se hâta de contredire César. De toute évidence, écouter Caton le jeune valait mieux qu'écouter César. Finalement, tous décidèrent à nouveau d'exécuter immédiatement ces personnes. Lorsque Caton le jeune quitta la salle, il fut accueilli par la foule comme un général victorieux, tandis que César, en sortant, fut violemment pris à partie par la foule. Si ses amis n'étaient pas arrivés en toute hâte, César aurait probablement été battu à mort, puis jeté dans le Tibre pour nourrir les tortues. Ce soir-là, ces 5 personnes furent exécutées par Cicéron. Cicéron gagna ainsi le titre honorifique de « père de la nation ». Peu de temps après l'exécution des 5 complices de Catilina, l'armée rebelle qui l'avait rassemblée fut également anéantie. En 62 avant JAC, le complot de Catilina fut finalement complètement écrasé. À ce moment-là, Pompée revint également en triomphateur, et le premier triumvirat de Rome était sur le point de se former. As-tu déjà vu quelqu'un d'aussi effronté que César? Il s'autorisait d'innombrables infidélités, mais ne tolérait pas que sa femme le trompe trop ouvertement. À cette époque, parmi les dames de la haute société romaine, César était le seul pour qui elles étaient prêtes à faire la queue afin d'obtenir ses faveurs. Certains historiens affirment même qu'un tiers des sénateurs avaient une épouse ayant eu une liaison avec César. Et pourtant, ce même César, dès qu'il fut publiquement trompé, décida sans hésiter de divorcer de sa femme. Chaque année, en décembre dans la Rome antique, Anne Reine, décembre. Les personnes occupant des postes importants devaient organiser chez elles une cérémonie en l'honneur de la déesse Bona, et comme cette cérémonie était strictement interdite aux hommes, César dut passer la soirée chez quelqu'un d'autre. Chez César, c'est sa mère Aurélia qui s'occupait de l'organisation, et les dames de la haute société romaine se réunissaient toutes dans sa maison. Cependant, juste après le début de la cérémonie, les domestiques de la maison de César découvrirent un homme déguisé en femme. La mère de César le reconnut immédiatement. Il s'agissait de Pulchère, membre de la famille Claudius. Pulchère étant lui aussi une personnalité en vue, la mère de César ne le remit donc pas à la garde. Si Pulchère s'était déguisé en femme pour s'introduire dans la cérémonie, c'était parce qu'il était tombé amoureux de Pompeia. Pompeia était la seconde épouse de César. Ce scandale fit grand bruit parmi les dames de la haute société venues assister à la cérémonie. Les opposants de César tenaient enfin un prétexte pour l'accuser. Car César n'était pas seulement prêteur, il était aussi le grand pontife de Rome. Qu'un tel sacrilège se produise chez le grand pontife lui-même, n'était-ce pas là une négligence de la part de César? Et le peuple tout entier se moquait également de César, car cet homme, qui avait l'habitude de courtiser les femmes d'autrui, se retrouvait cette fois-ci à porter lui-même les cornes. Tout le monde voulait voir comment César allait gérer cette crise de relations publiques. César, fidèle à lui-même, a immédiatement pris ses distances avec la personne concernée, c'est-à-dire qu'il a divorcé de sa femme. Mais les opposants à César ne voulaient pas lâcher prise et ont traduit Publius Claudius Pulchère en justice. La mère de César a déclaré qu'il faisait trop sombre à ce moment-là et qu'elle n'avait pas pu voir clairement. Les servantes de la maison de César ont également affirmé catégoriquement qu'elles ne savaient pas de qui il s'agissait. César a également déclaré qu'il n'était pas présent ce jour-là, il ne pouvait donc pas témoigner. Le grand pontife a alors demandé à César, « Dans ce cas, pourquoi as-tu divorcé de ta femme Pompeia ?» César a répondu, « En tant qu'épouse de César, il ne doit absolument n'y avoir aucun motif de reproche. » Dès qu'il a prononcé ces mots, tout le monde s'est tu. Car dans la Rome antique, plus on montait dans la haute société, plus les femmes étaient puissantes. Elles possédaient des droits de propriété et les alliances politiques étaient très courantes. Franchement, leurs beaux-pères n'étaient pas faciles à affronter. C'est pourquoi, au Sénat, beaucoup d'hommes craignaient leurs femmes. Ils trouvaient que César était un homme, car il avait osé dire ce qu'eux-mêmes n'avaient jamais osé dire à leur épouse. Quoi qu'il en soit, grâce à cette phrase, César a réussi à désamorcer la crise qui menaçait de le faire destituer de sa fonction de grand pontife. Pulchère a également pu être acquitté. Sans surprise, l'affaire s'est ainsi terminée. Mais, comme souvent, l'imprévu s'est tout de même produit.
C'est alors que Cicéron, la grande star, est entré en scène. Au tribunal, Pulcher a déclaré que, ce soir-là, il se trouvait dans sa somptueuse villa à une centaine de kilomètres de Rome. Mais Cicéron a témoigné que, ce matin-là, Pulcher lui avait rendu visite. Comment aurait-il pu parcourir une telle distance en si peu de temps? À ce moment-là, le jury était davantage enclin à croire le témoignage de l'ancien consul Cicéron. C'est alors, à ce moment crucial, que Crassus, l'homme le plus riche de Rome, est intervenu. Il a utilisé son super pouvoir, convainquant totalement les membres du jury, et c'est ainsi que Pulcher a finalement été acquitté. À partir de ce moment-là, Pulcher jura de se venger de ce grand lampion qu'était Cicéron. Cependant, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Plus tard, lorsque César partit en campagne en Gaule, il prit soin de promouvoir ce même Pulcher qui avait failli ruiner sa réputation. Avec Pulcher pour surveiller le Sénat à Rome, César n'avait plus à s'inquiéter de ce qui se passait derrière lui. En 61 avant JC, César fut envoyé en Espagne pour y occuper le poste de gouverneur de province. Il s'y était déjà rendu une fois auparavant, mais à l'époque, il n'était qu'un simple questeur chargé des finances. Mais cette fois-ci, en tant que gouverneur de province, il détenait également le commandement de 2 légions. Cependant, alors qu'il aurait dû prendre ses fonctions avec honneur, César ne pouvait même pas sortir de chez lui car ses créanciers l'avaient bloqué devant sa porte. C'est alors Crassus qui a utilisé ses pouvoirs surnaturels comme garantie afin que César puisse se rendre en Espagne pour prendre ses fonctions. Crassus avait déjà aidé César à garder sa charge de grand prêtre, et cette fois encore, il s'est porté garant. Mais alors, que cherchait vraiment Crassus à obtenir? En réalité, Crassus cherchait à protéger son plus grand débiteur. Si jamais il arrivait quelque chose à César, tout l'argent qu'il lui avait prêté serait perdu à jamais. La plupart de l'argent emprunté par César servait à l'intérêt public, comme réparer les routes ou organiser des combats de gladiateurs. L'argent pour les cadeaux à ses maîtresses n'était qu'une goutte d'eau dans l'océan. Crassus, sous la pression publique, devait continuer à prêter à César sans arrêt. Et César a exploité cette méthode à la perfection. Dans ses propres écrits, les commentaires sur la guerre civile, César raconte même qu'il empruntait de l'argent aux centurions et aux commandants, puis redistribuait cet argent emprunté sous forme de primes à ses soldats. De cette façon, les commandants, désireux de récupérer leur argent, travaillaient d'autant plus dur pour César, tandis que les soldats, reconnaissant pour la générosité de César, faisaient preuve d'un courage exceptionnel au combat. Ainsi, César a réalisé sa révolution grâce à l'argent des autres. Nous savons tous que les 3 grands de la Rome antique étaient César, Pompée et Crassus, mais en réalité, leur relation n'était pas si bonne. Tout d'abord, Pompée et Crassus étaient en concurrence, puis César a fait en sorte que Pompée et Crassus se retrouvent tous deux trompés, et en plus, César a contracté un énorme prêt auprès de Crassus. Dans ce cas, pourquoi ont-ils formé le triumvirat? Qu'est-ce qui les a poussés à mettre de côté leur rancune pour s'allier? Quel en était l'avantage? Puisqu'ils se sont alliés, qui était alors leur ennemi commun? Nous savons tous que César est parti en 61 avant JC, dans le sud de l'Espagne pour occuper le poste de gouverneur de province. Avant sa prise de fonction, César voyait Pompée sur le point de célébrer son 3e triomphe, ce qui le rendait extrêmement jaloux, alors que lui-même, à 39 ans, n'avait toujours pas d'enfant. C'est pourquoi, pendant son mandat en Espagne, il en a profité pour faire un tour au Portugal. C'était aussi la première fois que César voyait l'océan Atlantique. À cette époque, la région du Portugal n'avait pas encore été intégrée au territoire romain, et César s'y est rendu pour prouver qu'il pouvait lui aussi étendre les frontières de Rome. Ainsi, il pourrait organiser un triomphe comme Pompée. Mais ce que César ne savait pas, c'est que la vie de Pompée n'était pas aussi enviable qu'il le pensait. Avant le retour de Pompée dans son pays, le Sénat craignait toujours qu'il ne garde son armée pour lui-même. Mais contre toute attente, Pompée s'est montré assez respectueux des règles. Dès son retour, il a dissous toutes ses légions, ce qui a complètement rassuré le Sénat. Aux portes de Rome, Pompée a présenté 4 demandes au Sénat. Premièrement, qu'on l'autorise à organiser un triomphe. Deuxièmement, qu'il soit autorisé à se présenter comme candidat au consulat pour l'année 60 avant JC. Troisièmement, que des terres agricoles soient attribuées à ses soldats en guise de pension de retraite. Quatrièmement, que les réformes promises par Pompée aux provinces d'Orient reconquises soient reconnues. Au final, le Sénat a commencé à esquiver les demandes de Pompée. Il a accepté qu'il organise un triomphe et qu'il se présente au consulat pour l'année suivante. Mais selon les règles de la Rome antique, un général triomphateur ne pouvait pas entrer dans la ville de Rome avant la célébration de son triomphe, alors que pour se présenter au consulat, il fallait déposer sa candidature en personne sur la colline du Capitole, à l'intérieur de Rome. Le Sénat a délibérément créé un décalage temporel en modifiant la date de dépôt des candidatures. Autrement dit, si Pompée organisait son triomphe, il ne pourrait pas déposer sa candidature à temps. Et s'il déposait sa candidature à temps, il ne pourrait pas organiser la cérémonie du triomphe. Ensuite, il s'agissait de distribuer des terres agricoles aux soldats de Pompée et de reconnaître les engagements qu'il avait pris en Orient. Abonnez-vous à Animistica pour ne rien manquer. Likez, partagez et rejoignez-moi tout de suite pour un nouveau voyage dans l'histoire.